Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés d'Omerta. Je suis très ravie de vous annoncer une très bonne nouvelle, la sortie de notre nouveau hors-série Ukraine, la guerre sans fin, disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France et également sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci pour votre soutien, vous êtes là pour nous et vous pouvez compter sur nous. À vos kiosques. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube, où, comme je le dis souvent, vous êtes chaque semaine plus nombreux à nous suivre. Nous vous en remercions. Également les abonnés de l'application. J'encourage toujours, et je le refais une nouvelle fois, les abonnés d'Omerta de la chaîne YouTube à aller télécharger l'application, à aller voir nos contenus, nos documentaires exclusifs, les making-of. En fait, finalement, tout le travail de la rédaction d'Omerta. Donc allez-y, ça vaut le coup. 5 € par mois, 2 € pour les étudiants. Jetez un œil, dites-nous. On vous met aussi, vous le savez, une partie de nos documentaires en accès libre. Quelques extraits justement de nos documentaires sur YouTube, que vous avez pu en voir certains, notamment sur les dronistes à Koursk récemment. Et là, il y aura une partie de notre reportage en Syrie qui sera bientôt disponible, je crois savoir. Voilà. Merci d'être fidèles. Aujourd'hui, pour nouvelle édition du Grand Entretien, avec une actualité immense, très riche. Comme vous le savez, quand je travaillais à Paris Match, on disait l'actualité a du talent. Et là, cette fois-ci, effectivement, elle a du talent et il nous faut des experts pour la commenter. C'est pour ça que je reçois Père de Jong. Merci beaucoup, Père. Bienvenue chez Omerta. C'est pas la première fois que vous venez. À chaque fois, on a l'impression que le monde a complètement changé et il a en effet changé. Je vous présente, donc vous êtes géopolitologue, donc ancien colonel des troupes de marine. Donc vous avez connu le terrain, vous avez connu l'état-major aussi. Et la chose militaire, évidemment, c'est votre domaine. Pour commencer, Père de Jong, hier, on a vu quelque chose assez exceptionnel. Poutine en treillis. Comment vous avez réagi quand vous l'avez vu comme ça débarquer, serrer la main de Gerasimov C'est moi, j'étais sûr que ce serait la première question. Bah oui, mais c'est... Parce que j'y pensais dans le taxi. Jamais on l'avait vu en Jamais, treillis. c'est la première fois. Donc c'est vraiment un changement incroyable. Et donc je trouve que c'est plutôt bizarre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'abord, il porte rarement le treillis. Il l'a porté plusieurs fois quand même. Hein. Quand il va dans les manœuvres, il porte une espèce de parka. Bah, c'était surtout militaire, marine, la marine. Et puis c'est les parkas, donc on voit pas très bien ce qu'il a dessous. Ouais. Là, c'est un genre de petite veste. Ouais. Donc ça veut dire qu'il était habillé comme ça et clairement le bas et le haut, il était en tenue. De la tête aux pieds. Donc vraiment, ce que j'ai pensé moi, c'était qu'il était content de se mettre en tenue. Mm-hmm. Très concrètement, je me suis dit, ben voilà, course, ça se passe plutôt bien pour les Russes. Oui. Donc bilan, c'est une espèce de satisfaction, d'autant que dans ce qu'il a dit, en fait, il a quand même cité l'ensemble des unités qui avaient participé à la prise de Soudja, etc., etc. Donc en fait, il est extrêmement satisfait et il a conclu quand même par le fait qu'il fallait impérativement que les Ukrainiens quittent l'oblast de Koursk. Donc en fait, je récompense les militaires, je leur dis ce que j'en pense, je vais les décorer plus tard, et puis maintenant, on termine la mission. Maintenant, le problème, c'est le problème de la tenue. Parce que c'est le parallèle qu'on peut faire avec la tenue permanente de Zelensky. Bien sûr. Et je me disais dans la voiture, est-ce que Zelensky va se mettre en costume et en cravate puisque il Poutine... a dit quand il y aura la paix, Zelensky. Voilà, mais il a dit je mettrai un costume quand la paix sera signée. Oui, mais bon, on va supposer que oui, d'autant que Trump lui a reproché suffisamment violemment pour qu'il sache que c'est pas une tenue ad hoc pour se rencontrer entre chefs d'État. Mais c'est vrai que c'est très paradoxal. Ça veut dire qu'en fait, il imprime un caractère très militaire à ce qu'il a fait, et c'est pas rassurant pour la mécanique de paix qui se met en place, parce que s'il avait voulu être rassurant, il serait mis en survêtement, il serait mis en t-shirt, il aurait été plus décontracté. Là, c'est l'affirmation d'une force, de quelque chose de fort. Oui. Alors, c'est pas rassurant parce que, encore une fois, l'expression de la tenue, enfin, ce qu'on fait, la tenue qu'on a révèle ce qu'on a dans la tête quelque part, bien évidemment. Donc, c'est quand même un signe très guerrier. Maintenant, c'est peut-être aussi le signe de dire, voilà, je vais près de mes hommes, je les encourage, parce qu'en fait, Poutine n'a pas été beaucoup sur le front. On l'a pas vu une seule fois, je crois. Non. Alors il était une fois, il se rapproche à l'époque du pont de Kersk, il se rapprochait un petit peu, mais il n'a jamais été très loin. Donc Zelensky, lui, par contre, a été à Avdiivka, à Bakhmout, avec cette fâcheuse tendance souvent que les villes tombaient après que Zelensky soit... Bon,
Enfin, Mais voilà. le mieux que Zelensky qu'il a fait, quand même, c'est la décoration des soldats qu'avaient reconquis Hostomel dès 2022, où les Russes avaient réussi à prendre l'aéroport, puis après, avec les pertes qu'ils avaient, ils sont partis, et donc il est venu décorer sur le lieu des combats, sur le tarmac d'ailleurs, il est venu décorer les Ukrainiens. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de compétition, et c'est vrai que, compétition virtuelle bien évidemment, parce que je pense que Poutine ne se considère pas du tout en compétition avec Zelensky, mais c'est vrai que l'image que nous on a européens, espèce de ces deux personnages, et en fait ça identifie vraiment ce conflit entre deux personnes, entre Zelensky et Poutine. Donc moment important, vous l'avez rappelé, félicitations de ses propres soldats. On est peut-être là, on va dire, l'enseignement de Prigojine aussi, la proximité avec les soldats que Prigojine a remis au goût du jour dans cette guerre, a-t-elle été entendue par l'état-major, puisqu'on voit aussi Gerasimov qui est là. Et c'était justement un des griefs qui avait été mis en avant par Prigojine à l'époque, de cet éloignement du front de la part à la fois Shoigu et Gerasimov, c'est-à-dire l'état-major russe. Parenthèse fermée. Maintenant, on se situe exactement... Alors, il y a les circonstances, effectivement, de la reprise de Soudzha, de l'exploit du pipeline, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais surtout, on est au lendemain de la signature par les Ukrainiens d'un accord de cessez-le-feu de 30 jours. Et là, on se trouve avec un Poutine qui met les habits de guerre et qui dit les mercenaires, qui termine son discours en disant que les mercenaires n'auront pas le droit aux conventions de Genève, et tout soldat ukrainien pris à Koursk sera considéré comme un terroriste. C'est pas vraiment des mots de quelqu'un qui va apposer sa signature sur un cessez-le-feu. Il y a un double discours négatif qui est arrivé hier. C'est celui de Poutine hier soir, où il était plutôt très opérationnel dans ce qu'il disait, parce que la question du mercenariat ne se pose pas vraiment, donc je ne vois pas très bien ce qu'il vient en faire. Mais par contre, c'est Lavrov qui le matin même, donc hier matin, a eu des déclarations extrêmement fermes sur le fait qu'il était inenvisageable qu'une force européenne, donc otanienne, se répartisse, ou en tout cas s'installe en Ukraine d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est pas des bons signes. Ça veut dire qu'en fait, on va quelque part vers une paix russe, ça c'est évident. On voit également que Trump est pressé de faire quelque chose, puisque la délégation avec Rubio et Valls, qui a été à Riyad avant-hier, était plutôt, je dirais, minimaliste dans ses interventions, mais le boulot était fait. Ils reviennent avec un accord. En fait, Zelensky a fini par accepter les conditions américaines, qui sont quand même relativement raides, puisqu'en fait, on ne parle pas du tout de reprise des terrains qui ont été perdus, du Donbass et de la Crimée, on n'en parle pas du tout. Donc, bilan, ça veut dire qu'il accepte ce fait, même s'il y a déjà aujourd'hui à Kiev des messages officiels qui disent non, mais on en parlera quand même, etc. Enfin, c'est-à-dire aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, ils sont en train d'acter le fait que les Russes, en fait, sont dans le Donbass et en Crimée, enfin, et puis Mariupol et toute cette bande-là. Donc là, ça paraît acté. Donc en fait, ce qui est très étrange, c'est qu'en fait, il y a une espèce de... Les Américains ont gagné quelque chose. Ils restent modestes quand même, je trouve, par rapport à ce résultat. Ils ne sont pas du tout flamboyants. C'est pas Trump qui est... Bon, lui, il avait du boulot avec Tesla. C'est pas Trump avec le Hamas. Ah oui, bien sûr. En promettant le feu de l'enfer si les d'otages n'arrivent pas à midi, samedi. Exactement, là pas du tout. C'est très modeste, très low profile. Puis là, il y a une délégation qui est en train d'arriver à Moscou. Wilcott. Exactement, et là, il cherchait une solution. Et là, je pense qu'on est dans un débat qui ne va pas se régler en 3 minutes. C'est qu'en Europe, on voit toujours une négociation, on arrive le matin et le soir, c'est réglé. Parce que ce qu'on appelle les Sherpas ont prédigé le bazar depuis des mois et des mois. Là, il n'y a pas eu de prédigestion, il n'y a rien du tout. Donc, ils arrivent avec le papier, qui a probablement été envoyé par les services de renseignement, parce qu'on sait que Ratcliffe, le nouveau patron de la CIA, discute aujourd'hui avec les services de renseignement russes. Donc, il y a eu une préparation, je dirais, à minima. Et puis, bon, ils vont arriver, puis ça va discuter. Et là, je pense que le fait que tout Poutine soit en treillis et que Lavrov a été très clair sur le fait qu'il veut écarter absolument les Européens du théâtre ukrainien, eh ben, ça implique que ça va être une négociation qui va être rude. Je pense qu'elle va aboutir, parce que je pense que les uns et les autres en final ont intérêt, d'une façon ou d'une autre, à en tout cas stabiliser, mais on parle que de 30 jours de trêve. On parle pas de... On n'est pas encore dans le débat, parce que lorsqu'on va aborder la question des enfants qui ont été kidnappés en Ukraine en direction de la Russie, ça va être quelque chose de relativement chaud. Donc on voit tout ça, on va rentrer dans une négociation qui peut durer, à mon avis, plusieurs jours ou plusieurs semaines. Vous le voyez quand même, ce cessez-le-feu, in fine? Parce que Peskov a émis l'idée que ça pourrait se produire le 20 avril, au moment de la Pâque orthodoxe.
Donc déjà, c'est quand même le porte-parole du Kremlin. Je pense que c'est possible pour une raison très simple, c'est que Poutine ne peut pas laisser Trump en l'air. Il a un allié qui est énorme, qui est quand même le chef de l'État américain. Pour lui, c'est colossal. C'est vraiment. Je pense que même dans ses rêves les plus fous, il n'imaginait pas ça. Donc ça arrive. Donc il est obligé de lâcher quelque chose. Et s'il lâche pas du lait, ça va pas le faire. Et donc il va se retrouver avec un Trump qui va être humilié par la réponse négative de Trump. Et là, il risque d'avoir l'inverse, une accélération d'un processus d'assistance à l'Ukraine. On voit déjà que depuis la signature de ce pré-accord par Zelensky, en tout cas par les Ukrainiens avec les Américains, les matériels reprennent, les livraisons, tout reprend. Oui, mais certes, les Russes avaient interrompu, y compris le partage du renseignement. D'ailleurs, on incombe, on va dire, l'effondrement des Ukrainiens à Koursk, en partie avec cette absence de satellites et d'imagerie. J'ai vraiment pensé à tout ça. C'est possible, parce que, en fait, dans le renseignement stratégique, les Américains sont indispensables avec leur truc ISR, Intelligence, surveillance et reconnaissance. C'est vraiment c'est une espèce de chapeau, une espèce de coupole qui se met sur les champs de bataille, où là, ils lisent à livre ouvert. Donc c'est incroyable. C'est le renseignement stratégique. Donc, un exemple, dès qu'un avion va décoller d'un aéroport près de Moscou, on le voit tout de suite, on peut prévenir, remettre en alerte. Et bon, ça, les Ukrainiens l'avaient plus. Par contre, les Ukrainiens avaient beaucoup travaillé sur le renseignement tactique, avec leurs drones, etc. Donc je pense qu'ils avaient un bon renseignement sur la proximité des combattants. Et moi, je pense encore une fois que cette bataille de Koursk a été gagnée par les Russes, parce qu'ils ont fait une manœuvre qui était extrêmement intéressante, extrêmement courageuse. Et je pense pas que c'était une manœuvre de renseignement. Alors, on va le lier maintenant, parce qu'on va dire, oui, il n'y a pas de renseignement, donc ils ont perdu. Et c'est l'argument que les Ukrainiens vont utiliser. Mais moi, je n'y crois pas. Moi, je pense que vraiment les Ukrainiens avaient de la formation, mais là, ils ne l'avaient pas. Pourquoi ? Parce que cette manœuvre dans le tuyau, on sait tous qu'il y a un pipeline, ils ont passé 15 jours dans le pipeline à y aller, il a fallu dégazer, il a fallu faire des étapes, il fallait envoyer du monde. Ça m'a rappelé Dien Bien Phu avec les tunnels. Les rats des tunnels. Exactement. Et ils allaient jusqu'à proximité, mettaient des mines, et puis 14-18, même chose. Bien sûr. Et donc, c'est un truc de fou. Et ça, dans nos guerres modernes, la guerre en Syrie, très aériennes, exactement, très aériennes, etc., on oublie qu'il y a un combat souterrain, qu'il y a un combat qui est monstrueux, qui est extrêmement difficile. Et là, aujourd'hui, les Russes l'ont mené. Et les Ukrainiens, je pense, n'ont pas imaginé une seule seconde que les Russes étaient capables de, entre guillemets, manœuvrer. Oui, parce que les Ukrainiens avaient manœuvré. Vous qui êtes troupe de marine, vous connaissez, vous aimez la guerre de mouvement. Vous l'aviez d'ailleurs salué, cette aventure de course, qu'on va dire, au moment où elle s'est produite. Malheureusement, elle se termine un peu au détriment des Ukrainiens. Vous savez, le problème, c'est que c'est toujours il y a trop de civils et d'hommes politiques dans les discussions et dans les décisions finales. En fait, je suis intimement convaincu que cette manœuvre était une manœuvre de va-et-vient. Ils pouvaient rentrer à Koursk. Là, ils avaient du renseignement stratégique. Les Américains, ils avaient absolument tout, les positionnements des uns et des autres, ce qui a permis effectivement aux Ukrainiens d'aller effectivement relativement loin. Mais très très loin. Nous, les soldats russes nous ont expliqué que certains avaient vu des estafettes, des avant-gardes de l'armée ukrainienne à quelques 70 km de la ville de Koursk. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc vraiment, et tout près de la centrale de Kourtchatov. Parce que s'ils prenaient la centrale, c'était mort. Là, c'était mort, parce qu'on avait le phénomène de Zaporizhzhia, et on était mort, et là on ne pouvait pas bombarder, on ne pouvait pas reprendre, ils s'installaient autour, et c'était compliqué pour eux. Mais on voit que cette manœuvre a été une belle manœuvre, comme on dit, une manœuvre de va-et-vient, comme on dit, c'est un raid blindé, c'est comme ça que ça s'appelle. Et là, vous rentrez dedans, vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous prenez les prisonniers, vous rentrez dans l'état-major, puis vous montrez que vous avez de l'allant, du dynamisme. Ils avaient besoin de ça. Et malheureusement, pour des raisons qui m'échappent, ils s'installent. C'est dingue, la guerre de mouvement, le mouvement, la manœuvre permet de gagner. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'installent, ils recreusent des tranchées et ils font la grosse guerre. Alors les Russes mettent effectivement 6 mois. Ça devient de l'attrition, quoi. On recommence comme avant, je veux dire. Et déjà, ils ont des difficultés dans le Donbass. Alors en Crimée, c'est un cas particulier, mais dans le Donbass, c'est une espèce de combat ligne contre ligne qui dure depuis des mois et des mois. Ils reproduisent le modèle. Alors qu'ils étaient bons dans la manœuvre, puisqu'ils avaient montré qu'ils étaient capables d'aller quasiment jusqu'à Koursk, il fallait rebeloter. Non, ils reviennent sur l'ancien truc, on creuse des trous, on attend. Pourquoi ? Parce que je pense que les Ukrainiens ont été eux-mêmes impressionnés par le succès de l'opération. Et du côté des Russes, moi je me rappelle très bien le jour même ou le soir même, il y avait une espèce de réunion de commandement. À l'époque, il y avait encore Shoigu, il y avait Gerasimov qui était d'ailleurs en visio, et Gerasimov affirme devant Poutine que c'est terminé, demain soir ils sont partis. Les gars, ils sont encore. Bon, là, ils sont en train de partir définitivement. C'était le 6 août. Ça fait un paquet de mois, quand même. Donc là, on voit que c'est là qu'on voit que les Russes ont de vraies difficultés.
Et j'ai une petite parenthèse que je ferme tout de suite, ça relativise vraiment la menace russe, menace militaire russe, terrestre russe sur l'Europe. Bien sûr. Je veux dire que bon, c'est pas raisonnable, quoi. On peut pas dire des choses pareilles. On a le droit de parler de menaces, on a le droit de parler de potentiel de menaces, etc. Mais enfin... Mais d'invasion, non. Restons sérieux. Quand le président de la République nous explique qu'ils peuvent envahir la Roumanie et peut-être la Moldavie et la Roumanie, pourquoi, selon vous, Emmanuel Macron, qui est quand même au courant, qui a un chef d'état-major, un chef de cabinet qui lui explique quand même ce qui se passe le problème, le problème n'est plus l'Ukraine, en fait. Le problème, c'est Trump. La perception de la possibilité pour les Européens d'avoir une disparition de l'OTAN, avec des menaces récurrentes depuis 2017-2018, le premier mandat de Trump était extrêmement clair. Il a toujours dit, moi, l'OTAN, on verra plus tard, je pense qu'on devrait monter les budgets. C'est une histoire ancienne. Donc la menace, c'était vraiment, elle était là. Le retrait des troupes en Allemagne aussi. Même chose, il y a 100 000, ils peuvent passer à 10 000 demain matin sans aucun problème. Donc ça, c'est cette prise de conscience de la possibilité d'avoir une disparition de ce parapluie américain en Europe et également en France, parce qu'on était quand même au sein de l'Alliance, on était revenu à l'époque de Sarkozy. Cette prise de conscience a été un ébranlement, une espèce de perception de sa propre faiblesse. Vous savez, dans une bagarre générale devant une école, et vous retrouvez comme ça devant 15 types, et vous ne savez pas ce qu'ils font là. Moi, ça m'est arrivé un paquet de fois quand j'étais plus jeune, et je sais qu'il y a un moment de doute. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il faut toujours attaquer. Le meilleur truc, c'est que dans le doute, il faut toujours attaquer. Fonce. Et je pense qu'il est en train de faire ça. Et le problème, c'est que si vous voulez monter les budgets à 5% ou à 4%, c'est-à-dire doubler la mise. Actuellement, le budget de la défense française, c'est 2% du PIB. 50 milliards. On va monter à 100 milliards. Ce qui veut dire que si vous voulez que votre opinion publique vous suive et accepte vos décisions, il faut impérativement que ça serve à quelque chose. Et donc, il faut que la menace, elle soit lourde, consistante, visible, identifiée. Et ça, c'est le russe, c'est le modèle parfait. Bien sûr. Le modèle parfait, c'est le modèle idéal. Ils restent menaçants. Vous allez sur les chaînes de télévision russes, ils parlent du nucléaire toutes les 30 secondes. Enfin, des trucs complètement incroyables. Et puis, c'est multigénérationnel, parce que les anciens pensent à la guerre froide, et donc le russe, c'est toujours une menace. Quoi. Et ce qui est paradoxal, parce que avec mon bouquin sur Poutine de Lord of War que j'ai fait l'année dernière, j'ai travaillé sur la mentalité russe, sur comment les Russes percevaient ce qu'on disait, ce qui est assez intéressant. Donc j'ai vu un paquet. Alors des chercheurs, des gens qui sont à Paris, donc des gens qui sont plutôt qui sont des gens plutôt assez pacifistes, pacifiques au contraire. Mais ils disent le problème, c'est que les Russes sont les grands déçus de la France. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que et je pense qu'à l'époque de Jacques Chirac avait fait un énorme effort à l'époque de Yeltsin, même à l'époque de Poutine, où il avait cherché à vraiment raccorder la Russie à la politique mondiale. Et je pense malheureusement, si vous voulez, c'est que nos déclarations vont extrêmement loin. On n'était peut-être pas obligé d'aller aussi loin. On pouvait monter en puissance. On pouvait, mais on n'était pas obligé d'être en première ligne. Et je ne sais pas pourquoi on s'est retrouvé en première ligne. Et du coup, les Russes nous regardent et disent, mais les Français, vous êtes vraiment très étranges. Parce que les Russes nous apprécient d'une façon générale. Mais c'est ça que j'allais vous dire, parce que moi, je ne trouve pas, enfin, quand on a fait ces séjours avec différentes unités, etc. Et quand on discute un petit peu avec les Russes sur leur perception, justement, de la France, il n'y a pas vraiment de haine absolue. Alors, les Anglais, oui, mais ça, c'est historique. Mais on sent qu'avec la France, ils sont presque déçus de notre attitude, parce qu'on a partagé tant de choses, c'est ça ce qu'ils nous disent. Alors, ils reviennent avec la Crimée, les soldats français, tout ça, bien sûr. Voilà, morts en Crimée, la Seconde Guerre mondiale, Normandie-Yémen, tout ça revient. Mais il n'y a pas de réciprocité, c'est-à-dire c'est intéressant. Ici, il y a une espèce de russophobie exacerbée qui fait que même on planque ses disques de Rachmaninov quand on les a chez soi. Mais en Russie, pas du tout. Et il y a surtout cette perception, ils disent « Ah bah oui, mais les dirigeants et le peuple sont deux choses différentes. » Sous-entendu, on est dans le temps long, nous. Après Macron, il y aura un autre et tout ira mieux. Probablement. Voilà. Probablement. Maintenant, et également la francophonie, c'est incroyable. Oui. Le nombre de Russes que vous croisez qui parlent français absolument parfait. Bien sûr. Donc, ils maîtrisent encore très bien. Puis moi, j'ai eu l'occasion vraiment, à l'occasion des activités avec le président Mitterrand et le président Macron, donc le président Chirac, décidément. Donc, je suis resté 4 ans à l'Élysée. Donc, moi, j'ai vu tout ce retour de la relation, je dirais, cette fraternité qu'il y avait de la France avec la Russie. Yeltsin, c'était... moi, j'étais comme dans la datcha de Yeltsin et j'ai vu Jacques Chirac aller dans le hammam
alors je sais pas ce qu'ils buvaient, mais ils se fendaient la gueule. Le bagnat. Ils parlaient, ils disaient que bon, on sentait qu'il y avait une fraternité. Et après, il a refait avec Poutine. Donc je pense que les États ont mieux à faire que de se chamailler. Il fallait trouver ça. Et malheureusement, il y a eu des coupures. Alors c'est vrai que les Russes, la mécanique russe qui s'est mise en place à partir de 2005, dès lors que Poutine a dit que le plus grand drame géopolitique du siècle, c'était comme la fin de l'URSS. Donc si vous voyez, il avait cette espèce de montée d'adrénaline, de stress et de frustration de la fin de l'URSS. C'est vrai qu'il fallait qu'il l'exude. Et le fait qu'il ne soit pas bien considéré par les chefs d'État européens et mondiaux, c'était le petit chose. Moi, je me rappelle très très bien, j'ai eu plein d'échos là-dessus, etc. C'était le petit chose qui était, c'est le russe du KGB qui a pris le pouvoir. Bref, et Poutine a rasé les murs. Mais en 2007, rappelez-vous le speech qu'il a fait d'ailleurs à Munich, comme l'a fait d'ailleurs Vance il y a quelques jours. Tout à fait, même endroit. Même conférence. Même période, ce qu'on appelle le Davos de la sécurité, qui est annuel. Et là, patatras, Poutine, il se lève, et de façon extrêmement calme, pas du tout agressif, il explique noir sur blanc, il explique très concrètement qu'il n'admettra pas, si vous voulez, les perspectives unipolaires que mettent en place les Américains sur le monde, et particulièrement sur la Russie, sur l'Ukraine et sur la Géorgie. Et c'est la révélation du fait qu'il a perçu que les Américains souhaitent impérativement faire entrer et l'Ukraine et la Géorgie au sein de l'OTAN. Alors après, il y a le débat, est-ce qu'on lui avait promis, pas promis, etc. J'étais pas là, je peux pas dire. Mais il n'empêche que c'est sa perception. À partir de là, il a le droit d'avoir la même mécanique que les Américains ont eu à l'époque de la crise de Cuba. Exactement. Il a le droit d'avoir les réciprocités. Et comme personne n'écoute et que les Américains continuent, parce que Maïdan 2014, il y a des articles dans le Figaro, la presse française, c'est la CIA à Maïdan, des trucs. Complètement. Mais comme ça, c'est incroyable. Il y a même une couverture de Time Magazine qu'il faudrait qu'on retrouve, qu'on incruste peut-être, où on voit Boris Yeltsin et l'équipe de la CIA qui l'a installé au pouvoir. Time Magazine. C'est incroyable. La couverture, avec Yeltsin en dessin. Voilà. L'équipe de la CIA and the CIA team who put him in power. J'ai eu l'occasion de discuter avec Gourdon Montagne, qui est un grand diplomate français. Extraordinaire, il est venu ici déjà. Et puis qui connaît, alors là, pour le coup, il connaît bien son sujet. Ouais. Moi, il m'a expliqué que, comment ça s'appelle à l'époque de Bush, comment s'appelle la secrétaire d'État déjà, Condoleezza Rice. Et elle avait agonie en disant, voilà, les Français, vous n'avez pas recommencé, vous n'allez pas nous bloquer. Il y a eu un premier train d'entrée des pays de l'Est au sein de l'OTAN. On prépare un deuxième, vous n'allez pas nous bloquer. Donc les French, faites ce qu'on vous dit. Et là, Gourdon-Montagne explique très bien qu'il a compris que les Américains avaient une vraie stratégie, en fait, pour aller jusqu'à la frontière, pour aller vraiment jusqu'à la frontière de la Russie. Ça, j'imagine que Poutine, au fin fond du Kremlin, il a reçu fort et clair le message. Et donc, tout ce qu'il a mis en place est visé à ça. Donc, cette espèce de dichotomie, de distorsion entre la politique américaine et la politique russe a fait que la situation d'aujourd'hui, on est, au bout de 10 ans, on y est, on est en plein dedans, quoi. Alors, avec une exception quand même, c'est que l'arrivée de Trump, vous l'avez dit, c'est la chose qui vient de bouleverser tout. On a un peu l'impression qu'on était dans un train tranquillement installé avec l'Ukraine qu'on aidait, les Américains en tête, 70 milliards de dollars d'aide militaire simplement. Nous, plus les Américains, un peu moins en termes d'aide financière. Mais tout à coup, il n'y a plus de locomotive, il n'y a plus personne, et nous, on est toujours dans le train à se dire, faut qu'on construise la locomotive, c'est un peu ça. Nous, on n'est pas dans la locomotive, on est dans le truc où dans le temps, il y avait le charbon, vous savez. Oui. On mettait le charbon, puis d'un coup, on regarde un truc, et puis la motrice, c'est parti. Le type a sauté du train, quoi. Oui, peut-être. Donc le train, il fonce, et puis il dit, merde, des chefs, il n'y a plus personne dans le bazar. C'est un film. Non, mais c'est un film, c'est incroyable. Et en fait, c'est pas la 7e compagnie. Parce que c'est vrai que les deux grands moments géopolitiques, au-delà de l'URSS, etc., bon, ça c'est du Poutine, mais le premier grand moment géopolitique qui est fondamental, c'est le rapprochement de Pékin et Moscou, qui permet à Poutine d'être relativement à l'aise et de mener toutes les opérations qu'il veut en Europe, donc en fait de rentrer en Ukraine, etc., ça lui conforte, avec les BRICS, etc., je ne rentre pas dans le détail. Et puis le deuxième grand moment, c'est les États-Unis qui rejoignent la politique de Moscou, et Moscou est entre les deux. Ce qui est formidable pour Moscou, c'est qu'il a une relation correcte, parce qu'on ne rentre pas dans les détails, avec les États-Unis, avec Washington, et l'autre côté, il a une relation correcte avec Xi Jinping. Vous avez le retour des grandes puissances, vous avez 3 grands blocs, et pour nous Européens, c'est le drame, parce que la logique trumpienne on parle qu'aux grands États. Alors, Ursula von der Leyen, je ne sais pas qui c'est quoi son numéro de téléphone, le vieux truc de Kissinger, l'Europe, c'est le numéro de téléphone, je ne sais pas, n'existe pas, on ne veut pas parler de ça. Avec le Vatican. Donc nous, on a un problème, c'est que nous, on avait un beau chapeau américain, et qui dit,
à partir de maintenant, on va réfléchir différemment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Canada, le Panama et le Groenland. On va gérer cette affaire ukrainienne. Mais dans le but d'affronter la Chine. Alors ça, c'est la l'histoire partie... des terres rares, Zelensky, mais aussi le Groenland. Là, maintenant, j'ai vu que les Américains avaient une nouvelle politique au Congo, en essayant de monnayer la protection contre les incursions du Rwanda, en échange justement des fameux du cobalt et d'autres terres minéraux. Et il y en a énormément à cet endroit-là. Probablement plus qu'en Ukraine au passage. Probablement, oui. Ouais. Mais parce que d'ailleurs, il y a un peu d'arnaque avec l'Ukraine sur... parce que Shevchenko, là... C'est Zelensky qui avait proposé. Oui. Et en fait, il était malin. Parce que, en fait, c'est même pas exploité, c'est exploité quasiment à 5 ou 10%. Une grande partie se trouve... 70% des minéraux d'Ukraine sont côté russe. Bien sûr. Ouais. Bah oui, évidemment, c'est là que ça se passait. C'est pour ça que... Et d'ailleurs, Poutine a dit, mais si vous en voulez, on est prêt. On donne un peu. C'est un jeu mondial dans lequel il s'amuse bien. Le problème pour nous, Européens... Mais c'est la Chine, quand même. Parce que la finalité de tout ça, pour Trump, c'est de détacher la Russie de la Chine. Vous pensez qu'il va y arriver ? Alors, j'ai réfléchi beaucoup à ça, vraiment. Parce que je travaille sur un sujet sur les guerres préventives. Et vraiment, j'y pense beaucoup et je me dis, c'est trop loin. C'est trop loin. Et donc je me dis, un truc incroyable, je me dis, mais non. Et supposons que Trump, parce qu'il a eu des phrases très maléureuses sur Taïwan, rappelez-vous, il y a quelques semaines, en disant, rendez-nous les puces, ça c'est à nous, il y en a marre, etc. Donc un truc pas du tout diplomatique, mais une espèce de truc, et pour les Asiatiques, c'est un sujet énorme. Et quand vous regardez l'Asie, le problème, vous avez une masse continentale qui est chinoise, et en dessous, vous avez un monde d'archipels. En fait, c'est le monde, c'est la frontière entre deux océans, le Pacifique et l'océan Indien. Donc ces pays sont des petits pays. En plus, c'est des pays qui sont vides stratégiquement. Puisque les Américains ont quitté cette zone, globalement, en tout cas physiquement. Ils ont quitté la Thaïlande et ils ont quitté les Philippines après la guerre du Vietnam. Et puis les les Russes ont quitté Cam Ranh et le Vietnam à partir de 90. Donc en fait, c'est une région qui est vide stratégiquement. En fait, qui est la région dominée par la Chine. Et moi, je me dis, à un moment donné, dans cette fameuse théorie des tubes, je me dis qu'il y a une espèce de répartition du monde dans lequel, en fait, nous, on croit qu'il veut absolument aller taper les Chinois. Je pense qu'il veut les taper économiquement, mais je ne pense pas qu'il veuille les taper militairement. Non, je ne pense pas non plus. Et donc, le problème, c'est qu'on va avoir une forme d'isolationnisme, là, pour le coup, qui va se révéler poussé à l'extrême, vous ne pouvez même pas l'imaginer. En fait, avec un monde américain dominé, évidemment, par Washington, un monde européen, alors là, c'est le drame de l'Europe, dominé par les Russes, parce que le problème, quand les Américains se retirent, en fait, en disant traitez les queues de machin, on empêche les Européens d'aller en Ukraine, etc., débrouillez-vous avec le système, c'est un peu ça, puisqu'en fait, s'il n'y a pas de garantie de paix, comment on va faire? Donc les Européens vont monter en puissance. Le problème, ça veut dire aux Russes, ça veut dire l'Europe est dans vos zones d'influence. Et ça, Poutine s'est reçu fort et clair. Donc il n'a pas intérêt, c'est pour ça qu'il a intérêt, Poutine a intérêt à lâcher du lest, parce qu'en même temps, c'est vraiment un abandon de de Trump. Alors maintenant, Trump, il a un autre problème. Puis, même chose pour Taïwan et pour disant, voilà, on fait la paix des braves, tu gères tes problèmes asiatiques. Par contre, au niveau business, on rigole pas, tu baisses tes prix, tu achètes, la balance commerciale, etc. Donc ça, c'est vraiment une autre vision. Nous, elle est toujours militarisée chez les Français. Mais en fait, on oublie toujours cette vision commerciale. Sachant que Trump, il est dominé par ça. Et moi, je pense que ces options commerciales sont des options diplomatiques. Ah, complètement. Enfin, tout est fusionné. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais on voit qu'aujourd'hui, quel est son problème? C'est la chute de la bourse. Le Dow Jones a perdu, je ne sais plus combien de milliards. La chute de Tesla. Dont les GAFAM aussi, qui ont dévissé 750 milliards lundi à la bourse. C'est colossal. Donc le Nasdaq s'est cassé la gueule, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc ça veut dire que l'opinion publique américaine, elle était plutôt d'accord avec ce qui se passait, puis d'un coup, elle réalise qu'il se passe des choses. Après, si certains montent les sanctions contre le soja, les droits de douane il va y avoir un rééquilibrage des droits de douane avec les Européens. On va acheter moins de soja. Alors, bon, les Harley Davidson, c'est moins grave. Les jeans, on en a un paquet. Donc, à la limite, on peut toujours. Mais n'empêche que. Nos ados vont-ils pouvoir se passer de Nike, de Reebok En quelques temps, je pense qu'ils pourront. Mais, voilà, mais en même temps, c'est vrai que Mais le problème, c'est nos pinardiers, les gens qui vendent du vin. Bien sûr. Le cognac, pour nous, tout ça. C'est terrible. C'est une catastrophe. C'est incroyable. En plus, les guerres commerciales finissent toujours mal. On le sait bien. Les années 30, c'était une guerre commerciale, rappelons-nous. Et ça a fini avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et en plus, comme disait un chercheur que j'ai vu hier, il me disait, les guerres commerciales, on sait comment on y rentre, c'est qu'en fait, il y a une escalade, mais on ne sait jamais comment on en sort. Parce que la décélération, elle est presque impossible. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le seul facteur qui peut minorer l'activisme de Trump, c'est la bourse.
C'est la bourse, l'opinion publique, le business d'une façon générale. Donc si ça ne se passe pas très bien, il va être obligé de faire un peu machine arrière et lâcher du lest. On verra comment... Mais on n'est pas du tout dans le truc militaire, on n'est pas du tout dans un sujet en comptant les canons et des missiles, c'est pas son sujet du tout. C'est pour ça que je pense que cette répartition du monde en 3 grands paquets, on va vers cette doctrine ce que j'appelle des tubes, dans lequel le fuseau horaire domine, et donc chacun gère son petit problème. Alors, pour terminer sur les Européens, est-ce que, selon vous, nous sommes à risque, en tout cas l'Union européenne telle que nous l'avons construite, cette superstructure qui aujourd'hui est à la fois contestée par les opinions publiques, mais aussi négligée par Trump, puisque Trump, par exemple, a décidé de s'adresser aux chefs d'État des pays et absolument de complètement laisser sur la touche Van der Leyen, Bruxelles et tout ce qui concerne l'Union européenne. Est-ce que finalement, cette construction de l'Europe, telle qu'on l'a vécue, on va dire, les 50 dernières années, elle n'est pas à contresens de l'histoire, ou est-ce qu'elle risque aujourd'hui d'échapper à l'histoire, tout simplement ? C'est-à-dire que l'ASEAN, qui est l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, qui a été créée en 1967, a exactement la même problématique avec la Chine. Les Chinois, sur la mer de Chine, ils ne discutent jamais avec l'ASEAN. Ils ne parlent qu'en bilatéral. C'est le problème des grandes puissances, des grands États. Eux, ils veulent un chef d'État identifié, ils ne veulent pas quelqu'un qui a été désigné, comme Mme Ursula von der Leyen, quelles que soient ses qualités ou ses défauts. Ils ne veulent pas discuter avec quelqu'un qui représente quelqu'un. Il dit, moi, je parle avec des chefs d'État, élus, etc. Et moi, je veux des gens légitimes. Donc, c'est ça le sujet. Et c'est vrai que Trump, en faisant ça, il délégitime le modèle européen tel qu'il est conçu depuis quelques années, avec une montée en puissance effective et réelle, de Mme Ursula von der Leyen et de la Commission. Vous vous rendez compte, à la réunion de Londres la semaine dernière, la première qui sort de la réunion, c'est elle, et elle affirme 2 choses. Elle dit, 1, l'Europe va devenir un hérisson, donc une stratégie défensive, c'est elle qui décide, et puis 2, elle annonce qu'il va y avoir un grand programme de 800 milliards. C'est fou ça, alors que c'est chez les Anglais, et c'est aux Anglais évidemment de dire, de donner les conclusions potentielles de la réunion. Donc cette espèce de mainmise, et d'espèce d'agacement de vouloir absolument être présent, avec des relais dans les États. On voit bien qu'aujourd'hui la France est extrêmement active, et on voit bien que Macron profite de cette transformation stratégique pour éventuellement trouver une place, je parle de la France. Vous pensez qu'Emmanuel Macron profite de cette mise sur la touche de Trump, en fait, de l'effet Trump, pour essayer de piloter l'Europe ? Alors, je ne sais pas si c'est une stratégie personnelle, parce que c'est trop complexe. Il n'y a que ça à faire, on va dire. Alors oui, c'est vrai que du point de vue politique, c'est un peu compliqué. Donc il est un peu généreux en tournure pour avoir beaucoup de boulot. Puis une fois qu'on a inauguré 2-3 trucs, et moi j'ai connu ça dans un moment avec François Mitterrand, quand il était en cohabitation avec Balladur. Bon, par moment, c'était un petit peu compliqué. Il y a peut-être ce moment de solitude dans son bureau. Mais en même temps, la France, elle a un vrai rôle. Elle a une vraie armée, elle a un armement nucléaire, c'est un vrai pays qui a une vraie histoire, etc., malgré nos difficultés. Donc le problème, c'est que c'est toujours la même chose. C'est qu'on voit bien que l'Europe a besoin d'exister par rapport à une Russie. Elle est en même temps, entre guillemets, abandonnée. C'est pas encore clair, parce que juste que je sache, Trump n'a pas dit qu'il allait lâcher l'OTAN. C'est une supposition, alors on peut supposer mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait clair. C'est d'ailleurs très intéressant, il fait un peu comme Poutine avec Medvedev, c'est-à-dire qu'il lâche Musk. Il y a certains, pour... un petit peu, parce que Musk, lui, insiste en disant on devrait quitter l'OTAN. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas le but, mais j'en sais rien. Par contre, ce qui se passe, c'est que là, on est dans des stratégies de moyen terme. On pense toujours court terme, disant demain, après-demain, lundi, la réunion, et on va décider ça, et après-demain, ça, c'est le lapin mécanique, ça, c'est vous voyez, c'est le cirque Medrano, c'est une blague. Donc, on voit bien que c'est des stratégies longues, de moyen terme, où ça discute, on voit ce qu'on peut faire, etc. Donc, on voit bien que l'Europe a besoin de réexister. Le problème, l'Europe, elle est ce qu'elle est. Je veux dire, que je sache, on est Français tous les deux, on sait bien ce que les Français en pensent. Je veux dire que si demain il y avait un vote sur la France, et rappelons-nous d'ailleurs le référendum, est-ce que Sarkozy en a fait ? Donc on sait qu'aujourd'hui il y a une vraie problématique. Donc en fait, les Européens, d'une façon générale, ne sont pas pro-européens. En plus, les mesures qu'ils prennent sur l'écologie, etc., RSE et des trucs comme ça, des trucs incroyables. Donc on voit bien que ça pose de vraies difficultés. Et donc, bilan, on peut comprendre que les États s'agitent pour exister, parce qu'ils se disent, si demain Trump nous lâche avec l'OTAN, on va se retrouver en face à face avec Trump, avec Poutine. Et donc, il faut mettre des armées en place. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que je pense qu'on peut pas... on avait des armées qui étaient microscopiques, parce que vous savez, quand on dit 2% du PIB, on intègre les pensions là-dedans. Bien sûr. C'est pas du tout 2%. Et oui, c'est pas 50 milliards. Il faut enlever les pensions, les machins, etc., qui y a autour. Donc tout ça, moi je pense que cette réflexion, après les dividendes de la paix de Fabius, vous vous rappelez, tout le monde va vers la paix, tranquille, on va tous s'habiller en rose, et on va fumer des cigarettes autour des feux de camp. C'est
c'est fini ça. Et donc là, il dit, il faut trouver une solution. Et la solution, c'est, on se réarme, on parle. Et là, cette semaine, je vois que quand notre chef d'état-major, le général Burkhardt, rassemble autour de lui tous les chefs d'état-major de l'Union européenne, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça donne une densification, une présence. Alors encore une fois, j'en connais pas l'effet à moyen terme, mais j'ai eu l'occasion de parler avec des marins, avec un amiral suédois il y a quelques temps, etc. Il y a une vraie logique. Et là, la France, elle a un rôle à jouer. Bien sûr. On a des bateaux, on a des sous-marins, on a du nucléaire. On peut jouer un rôle de leadership. Maintenant, le problème, c'est l'Europe multilatérale ou l'Europe des nations. On voit qu'aujourd'hui, c'est impensable. Enfin, moi, ça me paraît impensable que la paix et la guerre soient décidées à Bruxelles. Oui, c'est sûr. C'est pas possible. Et ça, moi, je peux dire, mes camarades de l'armée française, pour eux, c'est impensable. Et c'est pour ça que la logique, la question du partage du feu nucléaire qui apparaît qui réapparaît depuis à peu près un an maintenant, mais là, qui vient fortement, en fait, c'est un vrai sujet. Et ça mérite d'être posé sur la table et d'être raisonné. Et ça ne va pas être consenti à une seule personne, mais quand même, c'est le chef de l'État, qui puisse décider si demain matin, à partir de maintenant, on fait comme ci, comme ça. Moi, j'étais bien placé pour savoir que c'est une décision ultime. Vous savez, la question ultime qu'il faut se poser, c'est quoi ? Est-ce que est-ce que l'Europe rentrait en guerre contre la Russie si les Russies rentraient dans les pays baltes ? C'est ça la question. Point d'interrogation. Je n'ai pas la réponse. D'ailleurs, les Polonais ont dit qu'ils étaient intéressés par l'arme nucléaire, enfin par le parapluie français, bah oui. parce qu'eux sont concernés justement par Mais le parapluie, encore une fois, c'est ça le débat. C'est la compensation du départ d'un parapluie américain. Parce que je pense que ces parapluies peuvent se juxtaposer. Qu'il peut y avoir un parapluie américain, un parapluie anglais, un parapluie français. Mais c'est vrai que nous, on a toujours considéré que nos intérêts vitaux, parce que c'est ça le sujet, étaient vraiment centrés sur la France des intérêts vitaux. Mais personne ne les connaît, les intérêts vitaux. C'est écrit nulle part où sont nos intérêts vitaux. Et on voit bien qu'il y a trois cercles. On voit bien qu'il y a l'hexagone, on voit bien qu'il y a nos intérêts, je dirais, ultramarins, et puis il y a d'autres intérêts, bien évidemment. Et donc, peut-être, on a le droit d'avoir les intérêts vitaux qui sont dans les pays baltes ou en Pologne. Donc ça, on a le droit. Donc c'est ça la démarche. Mais on ne peut pas dire urbi et torbi, à partir de maintenant, notre système, il est éternel. Mais non, aujourd'hui, c'est comme ça. On sait tous que les États changent d'avis sans arrêt. Dans 20 ans, dans 30 ans, on en sera où ? Alors, dernière question justement sur cette fragilité de l'Union européenne. On sent bien aussi qu'il y a eu une chose, un principe acquis qui a été complètement bouleversé par cette guerre, c'est le rapport entre l'Allemagne et la chose militaire. C'est-à-dire que l'Allemagne, ça y est, je dirais, brisé ce qui représentait une sorte de fin de non-recevoir, l'engagement, le fait... L'autre jour, je découvrais le tweet d'un journaliste allemand, dont j'ai oublié le nom, qui faisait un tweet un petit peu moqueur en disant si je comprends bien, vous êtes en train de nous demander à nous, les Allemands, de faire une très grosse armée, de traverser la Pologne et d'aller attaquer la Russie. Mais c'est quand même un peu ça, ce qu'on leur demande aux Allemands. Je pense que les Allemands, c'est le mauvais élève, c'est le cancre de la classe, qui voit l'examen arriver et qui se met à bosser 3 jours avant. Oui, mais il est doué. Ah non, mais il a beaucoup d'argent. Puis, en plus. Et puis il a plein de professeurs, plein de gens, il a beaucoup d'argent. Quand ils décident de faire un truc, ils le font. Il le fait. Le problème qu'on a, moi j'ai une expérience avec les Allemands. En ex-Yougoslavie, j'étais 2 fois avec un bataillon allemand, une fois avec une compagnie, une fois avec un bataillon. Et honnêtement, une armée syndiquée qui s'arrête de travailler à partir de 18h, on ne peut pas faire les pleins à partir de 18h30, parce que le gars qui est là, il est parti, il a la clé, et les pleins c'est demain matin. Il ne faut pas qu'il y ait la guerre en Allemagne. Vous rentrez, moi je rentrais à Rajlovac, à Sarajevo avec mes mecs, on avait passé 8 jours à crapahuter derrière les Serbes, je sais pas où, etc. Bref, à Palais et compagnie. On rentrait à 19h, et mes mecs n'avaient pas bouffé, et les mecs, mon collègue, on a un problème, l'ordinaire est fermé. Et donc on restait à l'extérieur de Rajlovac, on bouffait des rations pour rentrer le matin, parce que là, les ouvriers étaient arrivés, enfin les gars étaient arrivés. Oui, donc ils faisaient c'est une armée compliquée. Voilà. Et ça, je vous dis quelque chose, je pense que c'est une armée qui n'existe plus. C'est une armée d'opérette, c'est une armée qui... Comme l'armée anglaise aussi. Ah non, l'armée anglaise, c'est pas... C'est une armée qui a diminué en effectif. Il y a plus de chevaux que de chars dans l'armée anglaise, et plus d'amiraux que de bateaux. Ouais, mais ça, c'est votre côté... c'est le côté de la perfide Albion, donc je veux leur dire... Mon papa m'a toujours dit, qui était sous-marinier, m'a dit « faut toujours se méfier des Anglais ». Merci le Kébir, donc voilà. On parle pas un marin des Anglais. Exactement. Cela dit, c'est une armée valeureuse et qui est très proche de nous. Mais qui a des problèmes, plus que nous.
colossaux, des problèmes énormes. C'est une armée qui, quand ils sont rentrés de la guerre en Irak en 2010, c'est une armée qui était vidée de sa substance. Il faut savoir que quand les Russes sont rentrés en Ukraine en 2022, il était question que les blindés et tout ce qui était blindé, donc les chars, etc., anglais, soient encoconnés. Vous savez qu'on met du plastique, on met de la graisse dedans, et puis voilà, puis on les laisse là, puis on vient en 20 ans si on en a besoin. Donc ils étaient en train d'éteindre une partie de leur armée, ce qui est complètement incroyable. Maintenant, les Anglais, ils ont ce qu'on appelle le fighting spirit. Ils ont l'esprit du combat. Il y a qu'à les voir sur un terrain de rugby, c'est quand même chaud quand ils sont, même quand ils sont à 0-0, ils y vont, même quand ils gagnent, ils continuent toujours. Les Allemands, pas du tout. Les Allemands, moi j'étais étonné ils sont extrêmement gentils, très calibrés, on les énerve au passage. Hein. À l'école de guerre, j'avais un très bon copain allemand, Hoffmann, c'était un type absolument génial. Et on a un exercice, on restait 3 jours dans un bureau à bosser, etc. La première journée, on les amuse, il me disait, le jour 1, vous nous amusez, le jour 2, vous nous agacez. Et c'est le problème, nous on parle, on fait des machins, mais on manœuvre. Eux, la manœuvre, ils savent même pas ce que c'est. Donc c'est une armée qui va devoir tout réinventer. Oubliez Guderian, quoi. Il faut tout réinventer, il faut qu'ils réinventent un nouveau modèle. Par contre, s'ils mettent 500 milliards, ils ont dit, dans leur armée, alors c'est de la vie, c'est des boulons, parce qu'une armée, c'est pas que de l'argent et des missiles, etc. Il faut un certain temps. Mais dans 10 ans, avec 500 milliards, ils se refont une armée allemande. Père de Jong, vous êtes quand même en train de nous parler, peut-être à l'exception de la France, qui est quand même conservée, on va dire, vous êtes en train de me parler de malades, de convalescents. Or là, la guerre en Ukraine, elle est là. Si on écoute Emmanuel Macron, il y a une menace existentielle des Russes. S'il faut faire la guerre demain, comment on fait ? Bon, les Français la feront, mais... Les Français sont magnifiques dans le massacre et dans le sacrifice. Dans les combats perdus. Dans le sacrifice, c'est nous, Cameron, nous, Bazeilles, les troupes de marine, c'est quand même c'est les combats combats dans les Ardennes. Bon, il reste plus personne, quoi. Il reste 3 pellets de tondu dans la maison des dernières cartouches. Donc c'est vrai, si on aime, ça, on saura le faire. Quand on est chef des armées, quand on est chef de l'État, chef des armées, il faut avoir conscience de notre armée. Notre armée est une bonne armée. Moi, je le dis comme je le pense. Et je pense également que nos chefs, aujourd'hui, moi, je les connais quasiment tous, ils sont formidables. Donc, les gens brillants, mais d'une profondeur qui est inimaginable. Pierre de Villiers, par exemple, des personnages vraiment extrêmement intéressants. Absolument. Donc, super calibrés. Et puis, ils connaissent le monde politique, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a une armée qui est aidée par une opinion publique. C'est une armée qui est très bien intégrée dans son environnement, je dirais, français. Et il n'y a pas de problématique d'antimilitarisme, comme j'ai pu connaître, moi, dans les années 70 ou 80, où là, vraiment, il y avait une espèce de réticence par rapport à notre armée. Donc ça, c'est un point fort. Ils sont dans un environnement qui est plutôt fraternel et amical. Le troisième point, malheureusement, c'est une armée qui est squelettique. Vous vous rendez compte que dans notre armée, aujourd'hui, il nous reste 7 brigades, dont la brigade franco-allemande, et donc on partage avec les Allemands. Donc on a 6 brigades, et les brigades, c'est en gros 8000 hommes, pour les plus grosses. Donc on a en gros une force combattante de 50 000 hommes. Là-dessus, vous rajoutez 20 000 hommes pour ce qu'on appelle l'environnement divisionnaire, l'artillerie solaire, etc., etc. Donc vous avez en gros 70 000 hommes capables de combattre. Avec ça, vous faites quasiment une opération. Le problème, c'est la protection du territoire. Et c'est ça le vrai problème. C'est qu'on a une armée qui est dédiée à l'intervention extérieure. Mais que je sache, comme il y a eu de morts liées aux attaques islamistes, aux attentats islamistes depuis quelques années, les morts qu'on a en France, c'est des morts liées à ça. Donc on a un problème, c'est qu'on voit bien qu'il faut repenser une armée qui non seulement... Alors, d'ailleurs, à ce propos, j'en profite parce que j'étais avec un opérateur du CPA-10, donc les troupes de l'air, enfin les forces spéciales de l'air, commandos de l'air, qui m'expliquait que le retrait de la France d'Afrique pose un certain nombre de problèmes parce que avant, pour le recrutement, on pouvait faire rêver en disant d'abord les OPEX, le doublement de la paye, etc. Puis vous allez voir du pays. Aujourd'hui, une partie de cette armée dans les casernes, il n'y a plus d'endroit où aller. Du coup, il y a pas mal de types, notamment qui veulent en découdre, qui sont plus tentés par GIGN, RAID, etc., BRI, c'est-à-dire de se mettre finalement là où ça se passe, parce que est-ce qu'on va pas avoir aussi un problème pour motiver finalement, parce que vous dites que la vision de l'armée est très bonne, elle est même en banlieue d'ailleurs, alors que la police évidemment est considérée comme un ennemi. Parmi les minorités en France, il y a une bonne vision de l'armée. D'ailleurs, il y a eu certains gens issus de l'immigration qui ont fait des carrières extraordinaires et ça fonctionne très bien. La Légion est aussi un incubateur absolument exceptionnel. Mais si vous voulez,
il faut motiver quand même les jeunes. Quand on parle des jeunes, on dit oui, ça y est, vous savez, j'ai regardé sur votre chaîne, là, sur LCI, des gens qui expliquaient que finalement, les jeunes, ils sont là, ils sont prêts à s'engager, etc. On sent quand même que dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Il y a plusieurs questions dans votre question. La première, ce qui a fait très mal à l'armée, c'est la mission Sentinelle. Ouais. Sentinelle, à un moment donné, on était à 10 000 hommes dehors. Oui. Vous avez dans les gares, moi je vois les groupes de 4 ou 5, alors ils font le boulot, mais je peux vous dire, moi j'ai un fils qui était sous-officier à ce moment-là. Alors maintenant il est lieutenant, il continue de faire Sentinelle. Alors il en fait un peu moins maintenant parce qu'il a d'autres activités. Mais enfin quand même, c'est pas motivant du tout. Et je pense que Sentinelle a fait beaucoup de mal à notre armée, où le type il passe 1 mois ou 2 mois en région parisienne ou dans une grande ville, et puis ça se passe moyennement. Ils se font insulter, il se passe plein de choses. Ça c'est vraiment, c'est mortel pour une armée. On peut le faire quelque temps, mais pas longtemps. Et là, on voit bien d'ailleurs que cette mission Sentinelle, c'est la protection du territoire. On voit bien que les gens dédiés à la protection du territoire ne peuvent pas être les mêmes que ceux qui vont être projetés. C'est pour ça qu'on peut imaginer, on voit que c'est dans le débat aujourd'hui, alors pas le service militaire, parce que ça c'est vraiment la Madeleine de Proust des Français dès qu'on parle de service militaire, parce que ça leur rappelle le bon vieux temps, le rata, et puis la ration individuelle, et puis le paquet de clopes dans la ration. Donc c'est ma jeunesse, quoi. Donc ils sont là. Donc, la gauloise. On va oublier ça. Et on va revenir sérieux, c'est pas raisonnable. Ouais. Aujourd'hui, on a une tranche d'âge, aujourd'hui, c'est globalement 700 000 hommes, 700 000 personnes, hommes et femmes. On n'a pas besoin de 700 000 hommes, c'est une blague. On a besoin d'avoir des effectifs. On va dire 80 000 de permanents. Je ne parle pas de garde nationale ou en tout cas de gens à la retraite. C'est pas ça le sujet. Donc il faut en gros 80 000 hommes en plus. L'armée de terre a besoin de 50 000 hommes en plus pour être relativement confortable. Mais le problème, ça peut se trouver, il faut bien les payer, il leur faut des missions. Donc c'est pour ça que les missions dans l'Est, elles sont bien. Moi, quand je suis entré dans l'armée, il y avait assez peu de missions en Afrique. Il n'y avait pas grand-chose, en fin de compte. Nous, à l'époque, c'était... Moi, on a l'Allemagne, des trucs comme ça, etc. Mais il faut changer... C'est motivant de faire des patrouilles à Mourmelon. Ah non, mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut dire, voilà, c'est le combat, les Russes, le machin, la Pologne, le machin... Oui, c'est aller en Estonie, faire des... Et puis il faut payer les gens correctement. Parce qu'il y a toujours la mission, c'est la partie noble. Alors, les Français adorent parler de ça, mais moi je suis comme un ancien homme d'affaires, j'ai quitté l'armée depuis longtemps. À un moment donné, il faut prendre conscience aussi du fait qu'il faut rémunérer les gens correctement. Notre armée, ils sont plutôt pas mal rémunérés, donc il leur faut des missions intéressantes, et puis des rémunérations, et vous allez voir qu'on va recruter. Après, il faut des campagnes de recrutement, etc. Après, il y a les spécialités. Mais vous allez en prendre 50 000, ou 100 000, ou 110 000, pas plus. Vous n'allez pas prendre 700 000 hommes. Par contre, on voit bien qu'il faut créer un système qui protège notre territoire national, qui n'est pas protégé. La gendarmerie est très présente, évidemment, mais on voit bien qu'il y a des problématiques dans les villes, dans les banlieues, etc., le trafic de drogue. Il y a des choses extrêmement dures qui se passent. Donc on voit qu'il faut créer un système, ce qu'on appelait la DOT. La DOT, la défense opérationnelle du territoire, est mort en 90. On a dit les Russes, c'est terminé. L'URSS, c'est terminé, ils viennent des Russes, donc c'est terminé. Donc on a abandonné ce truc-là. Il faut impérativement le reprendre en main, retravailler là-dessus, retravailler sur la protection de nos installations, je dirais, énergétiques, les ports, les aéroports. Donc il y a des choses à faire extrêmement sérieuses. Et je pense qu'on a besoin d'une armée, non pas seulement pour être projeté et refaire la guerre éternelle du Donbass, la guerre de haute intensité. C'est pas ça le but. Je pense que là, il faut mettre de la technologie. On voit bien d'ailleurs que les Russes mettent beaucoup moins de chars sur le terrain, de plus en plus de drones. On voit bien, il faut économiser les hommes. Le char a complètement disparu. Alors, il peut rester présent, parce que l'effet de choc, ça fonctionne. On voit les Ukrainiens, quand les Ukrainiens rentrent à la course, il y a des blindés devant. Donc voilà, c'est ce genre de mission. Ça bouge, ils surprennent. Vous parlez du 6 août dernier, et quand on voit l'accélération de la progression des drones sur le champ de bataille, notamment les drones filaires récemment, et l'intrusion massive, c'est-à-dire qu'avant, quand un fantassin était en opération, le drone, en général, privilégié d'aller taper un blindé ou Aujourd'hui, il tape le soldat lui seul. Donc, parce qu'il y a une multiplication du nombre de drones. Il va chercher le soldat. Ouais. Et donc, moi, j'ai vu les effectifs fondre, les grands rassemblements qu'il pouvait y avoir dans les unités cosaques, machin. Les types aussi sur un BMP qui avance, toute l'infanterie qui se met... c'est fini, ça n'existe plus. C'est des images qu'on ne verra plus. Et lors de mon dernier séjour en novembre dernier, on était maximum avec 5 ou 6 soldats ensemble. La plupart du temps planqués dans des maisons civiles camouflées. Et pour se déplacer, pick-up Mitsubishi qui est capable d'aller à 150 pour larguer un drone, ou squad, moto.
Donc les choses qui peuvent justement... voilà. Le discours de notre ministre de la Défense... on n'est pas capable de le faire en France. Le Cornu, notre ministre de la Défense, a un discours extrêmement clair sur le sujet. Il dit, on ne va pas réinventer l'armée comme on en avait besoin il y a 20 ans. Donc il parle de quoi? Il parle de quantique, il parle d'intelligence artificielle, bien sûr. Il parle de robotisation, il parle de dronisation, il parle d'artillerie solaire, bien évidemment. Donc on voit bien que le discours politique aujourd'hui a parfaitement... Alors j'imagine que les militaires sont derrière, mais je pense que notre système européen et français a parfaitement perçu ce changement de modèle. Et les modèles des tranchées, des guerres, c'est pour ça que... Même les forces spéciales sur lesquelles on a compté énormément quand il y a eu... Alors, les Américains les ont gardés. Il n'y a plus d'hélicoptères, de toute façon. Voilà, les forces spéciales, je pense que Trump veut les réorienter dans la chasse aux narcos. Il veut, je pense, taper les chefs de gangs narcos au Mexique de la même manière qu'il a tapé Baghdadi, Al-Qaïda, etc. Ça va avoir une utilité. Mais si vous voulez, cette guerre d'Ukraine, elle a montré toutes les limites des forces spéciales. Les snipers, il n'y a plus besoin de snipers. Il y a un drone pour aller... La reconnaissance, pareil. Il y a tout un tas de missions qui ont complètement disparu. Alors, ça ne veut pas dire que dans d'autres circonstances, elles n'existeront plus, mais on sent bien que le drone est utilisé d'ailleurs par les narcos, pour des drones armés même maintenant. Donc, voilà, donc tout a changé, et en effet, vous avez raison. Et puis les drones navals, parce que les drones, sont des robots. On voit bien que tout le système, il y aura des combattants robotisés, c'est déjà en cours. Avec, dans cette défaite ukrainienne, le succès de la mer Noire. Absolument, bien sûr, c'est incroyable. Et on voit bien que cette inventivité qu'ont les Ukrainiens, la capacité qu'ils ont à produire une quantité de drones phénoménale. Incroyable. Des drones pour taper sur des unités, sur des individus, mais pour faire de la reconnaissance. Et puis il y a des distances incroyables. Vous avez vu l'attaque la semaine dernière à Moscou, plus de 300 drones. Qui ont été sur Moscou. C'est des trucs de fou, des essaims incroyables. Je lisais un entretien d'un chef, parce que les Ukrainiens, alors les Russes ont des unités de dronistes dédiées, mais les Ukrainiens ont des brigades. Vraiment, c'est plus large. Et il y a un chef d'une brigade qui s'appelle les Oiseaux de Meidar, côté ukrainien, et qui explique, qui dit, selon lui, aujourd'hui, 50% des pertes sont liées au drone. C'est incroyable. C'est fou. C'est énorme. 400 objectifs en 2002 par jour. Aujourd'hui, plus de 1000 frappes. C'est fou. Voilà. Même l'artillerie, elle perd de sa substance. Alors, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même plein d'avantages. Il y a encore plein d'avantages, Les tirs loin, etc., parce que c'est pas cher. Hein. Bien sûr. On a ça nos buts, ça va, quoi. Et puis ça, mais la combinaison de cet archaïsme de l'artillerie et de l'ultra-modernité des drones, c'est ce qui fait la... Et puis il va y avoir après, grâce à l'IA et au quantique, le grand changement, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir une interconnexion entre tous les drones. Et on va vers un monde... Là, c'est les guerres futuristes avec des robots. Déjà, aujourd'hui, tout ce qui est munitions, transport de munitions, etc., on peut chercher les blessés, l'ambulance qui va au premier. Tout ça, c'est des robots, c'est des machines. C'est sûr. Elles viennent, elles voient le terrain, elles voient la mission. Alors, sauf si quelqu'un arrive à brouiller complètement tout le champ de bataille. Mais c'est toujours la même chose. C'est une guerre d'ondes. On n'en parle pas, de la guerre des ondes. C'est incroyable. Pour le moment, c'est aux mains des geeks, en fait. C'est aux mains de hackers. D'ailleurs, les dronistes, on le voit bien, c'est pas des soldats comme les autres. C'est des mecs, c'est un peu des ados attardés qui bouffent des pizzas et qui se nourrissent de Red Bull, voilà, mais l'idée, c'est de contrer l'adversaire comme on le fait sur un jeu vidéo. Mais dans le temps, quand j'étais encore officier dans l'armée, on avait un missile anti-char qui s'appelait l'Antac, et qui était géré, c'était filaire, qui était géré par un petit joystick comme ça. C'est vachement difficile, parce que l'Antac, il y a le truc aérologique, etc. Et puis ça allait assez loin, ça allait à 2000, 3000 mètres, etc. Et le problème, on sélectionnait des gars qui jouaient aux jeux vidéo. Qui avait une maîtrise avec les doigts, avec les mains, qui était absolument une précision incroyable. Les gars étaient très très bons, parce que quand le missile partait, il fallait le ramener dans le champ de vision. Ça, c'était compliqué. Les gars faisaient ça très très bien. Donc on va vers ce genre de spécialisation avec des personnages qui ont des cheveux jusqu'ici. Exactement. Et on n'a pas besoin qu'ils soient vraiment en treillis, les gars. Et puis surtout, ils sont souvent dans leur chambre à s'entraîner, à bricoler leurs antennes, parce que tout ça, ils récupèrent des antennes, ils récupèrent des drones, des drones imprimés en 3D, ils fabriquent leurs drones ainsi, c'est-à-dire qu'il y a une ultra technologie qui va être trouvée, il y a à la fois de la débrouille, et puis au final, on prend le drone et on met un morceau de scotch pour attacher des têtes de RPG, qui est une arme qui a 50 ans. Voilà, c'est quand même fou. Hein. C'est fou. Il y a une espèce de changement du champ de bataille, et en plus qui est assez économique, parce que je pense que cette guerre est terrible, parce que cette haute intensité, c'est quand même beaucoup d'hommes. Tout à fait. On parle quand même aujourd'hui
me rappelle le discours de Biden en Normandie, 650 000 morts et blessés de chaque côté, disait-il. C'était au mois de juin, donc c'est presque un an. On imagine qu'il y a au moins 400 000 en plus. Donc on est en gros sur 1 million de morts et blessés de chaque côté. Ouais, c'est incroyable. Donc c'est quand même des chiffres, on aura les chiffres plus tard, bien évidemment. Mais c'est considérable. Et ça, ce genre de guerre, elles deviennent impensables. Ouais. Et pour nous, Européens, d'ailleurs, je dis souvent à mes camarades dans l'armée, je dis, on va former l'armée ukrainienne, vous rigolez. On aurait plutôt intérêt que ce soit eux qui viennent nous former, parce qu'il ne faut pas inverser les rôles, les enfants. Parce qu'il y a deux armées qui vont avoir toute cette technologie, parce que même l'armée ukrainienne va les Russes et eux plus forte que l'armée américaine. Bien sûr. Personne n'a cette expérience. Les deux vont avoir cette expérience. Le combat, parce que là, c'est les survivors, les gars. Donc on a deux armées qui sont vraiment très... Totalement. Et puis ça, c'est le problème qu'aura Poutine, les Ukrainiens moins, mais Poutine aura le problème du retour à la paix. Et c'est le problème qu'il va avoir. C'est la sortie de guerre. Ah oui, ça va être compliqué. Parce que vous croyez que ça ne va pas être compliqué quand vous avez surarmé des mouvements qui, au début de la guerre, comme Azov, Edar, Pravi Sector, étaient d'extrême droite, qui aujourd'hui ont des bataillons, des chars, des drones. Vous croyez que ces gens-là, ils vont rentrer dans la boîte ? L'ambition d'Azov avant la guerre, avec leur... Moi, je me souviens des prospectus qu'ils distribuaient à Kiev. Il y avait la maison du Cosaque, c'était l'Ukraine, le point de départ de la reconquête de la race blanche en Europe. C'était ça leur ambition à Azov. Donc là, aujourd'hui, ils ont des chars, ils ont... Il va falloir. Voilà. Et puis en plus, politiquement, ils comptent encore plus qu'avant. Et puis l'Ukraine va être fragilisée parce que très concrètement, on voit bien que le mot neutralisation... Vous dites Poutine il a quand même un vaste territoire. Et d'ailleurs, il a déjà pensé aux anciens combattants. C'est intéressant parce que il a déjà prévu, il y avait eu un discours, je crois en 2003, où il expliquait que l'ancien combattant aurait une place dans... Les vétérans, c'est un sujet majeur. Parce que ces pays-là, malheureusement, ils ont tellement fait la guerre qu'ils ne pourront pas être reconvertis. Donc il va falloir trouver... un système de sas, de décompression, un système dans lequel ces gens ne partent pas dans des SMP pour se répandre dans le monde entier. Parce que là, on parle de l'Europe, mais parlons de l'Afrique. Aujourd'hui, la France est partie, les Américains n'y sont pas. Il y a bien Wagner et quelques Russes, mais il n'y a pas grand monde, quelques Turcs, mais il n'y a pas grand monde. Et malheureusement, ce que je pense, c'est qu'il peut y avoir une espèce de déferlante, si vous voulez, de vétérans dans des SMP ukrainiennes-russes, d'ailleurs. Ça, c'est dans l'hypothèse où ils trouvent un dérivatif, mais l'autre hypothèse, c'est que, restant sur le territoire, c'est les corps francs en Allemagne, les SA, etc. C'est vraiment les années 30. Une possibilité que des radicaux prennent le pouvoir. Bon, bref, tout ça, on spécule beaucoup. Sur les perspectives. Mais en tout cas, ça sera très intéressant de vous revoir une prochaine fois, peut-être dans quelques mois, quand le monde aura encore changé une fois. Ou peut-être 2 fois d'ici là, mais on va suivre tous ces événements. Merci beaucoup, merci infiniment, Père de Jonghe, d'être venu. C'était un grand entretien très, très riche, très concentré, et on a appris beaucoup de choses. Merci, grâce à vous. Merci à vous, j'espère que ce grand entretien vous a plu, et puis je vous dis à très très bientôt. Merci pour votre fidélité, d'être au rendez-vous d'Omerta, et à très bientôt pour une nouvelle édition du Grand Entretien. À bientôt.